Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'invité de la semaine. Ce soir, nous recevons sur ce plateau Cheikh Oumar Doumbia. Il est analyste politique, il est coach, il est formateur. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Doumbia, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, Cheikh, nous sommes donc à la veille du 26 mars, la journée commémorative des martyrs. En tout cas, cette date qui rappelle le renversement du président Moussa Traoré. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, 30 ans après? 30 ans après, on continue à se battre pour la même démocratie. Et je pense qu'il aurait été souhaitable que ce ne soit pas le cas. Mais malheureusement, la démocratie est encore remise en cause parce qu'elle a présenté des tares qu'il fallait réellement corriger. Et au lieu de comprendre qu'il faut corriger ces tares, certains souhaitent s'en débarrasser carrément. Et nous sommes obligés encore de revenir sur cette lutte. Comme quoi, quand on dit que chaque coup d'État nous ramène en arrière, on n'a pas menti parce que vu que reconsidérer la démocratie, c'est ramener le Mali 30 ans en arrière. C'est pour que nous puissions encore nous retrouver dans ce cas de figure qui a eu lieu en 1991. Nous continuerons à prier certainement pour le repos de l'âme des martyrs. Et en tout cas, nous qui croyons que c'est le système de gouvernance par excellence, on ne cessera de faire du mieux que nous pouvons pour pouvoir maintenir ce système-là et l'améliorer pour qu'il puisse donner satisfaction aux populations. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la démocratie est la seule alternative aujourd'hui en termes de système politique? C'est la meilleure alternative en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut dire le Mali aujourd'hui recule ou le Mali avance? Le Mali est-il enfin souverain? Vous, qu'est-ce que vous direz? Peut-être qu'il faut faire une analyse beaucoup plus séquencée, ne pas tomber peut-être dans la généralisation. En 2020, quand le coup d'État arrivait, le Mali était le pays le moins endetté de la zone UEMOA, ce n'est plus le cas. Sous le régime précédent, le Mali, à un moment donné, avait réussi à avoir une croissance économique à 2 chiffres, ce n'est plus le cas. Les enseignants pouvaient sortir, manifester parce que l'article 39 était toujours sur la table et qu'il fallait trouver une réponse politique. Et cet article n'est plus sur la table. Les grèves continuent quand même. Il y a des grèves, les enseignants souvent... Oui. C'est pourquoi je suis en train de dire que peut-être les raisons qui ont poussé le Malien à sortir, l'évolution que le Malien voulait, je ne pense pas qu'on l'ait eu. Si on regarde de façon séquencée, non, le coût de la vie, on s'en plaignait. Aujourd'hui, tout coûte plus cher qu'à cette période, que la période précédente. On se plaignait des coupures d'électricité et Dieu seul sait à quel point c'est beaucoup plus atroce aujourd'hui. Donc réellement, pour moi, ce que nous cherchions, ce n'est pas ce que nous avons eu. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Parce que par nous, je disais le Malien voulait être servi différemment. Il voulait que ses préoccupations... Vous partagez la lutte du M5? Absolument pas. Pas par la quintessence, mais surtout par la méthodologie. Vous partagez donc la lutte du M5 RFP? Absolument pas. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que la démocratie, c'est un processus, c'est une route, ce n'est pas une destination. Donc c'est un travail constant d'amélioration qu'il faut faire. Donc, pendant qu'un État qui était réellement touché par le fléau du terrorisme, qu'il est d'ailleurs toujours, mais on ne bouscule pas les institutions en de telles périodes. Et les gens ont décidé par eux-mêmes de bousculer les institutions. À quelle fin? 4 ans plus tard, depuis lors, on était en train de dire attention, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Quand vous allez faire ça, vous allez créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux-mêmes qui ont porté cette lutte dans leur grande majorité sont soit éprouvus de regrets, soit ont compris que voilà, c'est mieux aujourd'hui et c'est mieux avant que c'est aujourd'hui. Quand vous parlez de fléau,
le terrorisme, par exemple, peut-être que c'est devenu la priorité des priorités. C'est pour ça que, je ne sais pas, les actions gouvernementales sont orientées dans ce sens-là, dans la lutte contre le terrorisme, et que le reste est devenu parent pauvre de l'action gouvernementale. Mais comment est-ce qu'on lutte contre le terrorisme? C'est surtout ça la grande question. Lutter contre le terrorisme, c'est de faire en sorte que les groupes terroristes ne puissent pas recruter. Pour qu'ils ne puissent pas recruter, il faut donner de l'emploi aux populations qui peuvent être cibles de ces groupes-là. Lutter contre le terrorisme, c'est de faire en sorte que le message porté par le terroriste, c'est-à-dire le message qui est quoi? Non, en nous offrant une meilleure justice, nous offrons ceci, que ce message ne puisse pas fonctionner. La justice malienne est malade? Est-ce qu'elle est malade? En tout cas, il y a de ces aspects qui nous interpellent fortement. Et ces aspects qui nous interpellent fortement, c'est vraiment qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on explique réellement que presque toutes les incriminations ou les mises en accusation sont soldées par comparution directe, mandat de dépôt. Et que... Oui, à en croire le Premier ministre, la justice monte en puissance après l'armée, c'est la justice qui monte en puissance, c'est pour ça qu'il y a ces incriminations et ces mandats, ces placements sous mandat de dépôt. Vous ne partagez pas ça? Bon, quand je vois que des concitoyens sont sous mandat de dépôt depuis plus d'1 année, plus de 2 ans, moi ça ne me rassure pas. Quand je vois que parfois les gens sont placés sous mandat de dépôt et qu'au final on se rend compte que le dossier présenté n'en vaille pas la peine, pour moi ce n'est pas ça la justice qui monte en puissance. Quand on fait comparaître directement les gens devant la Cour suprême, pour moi ce n'est pas la justice qui monte en puissance parce que c'est notre dernière juridiction. Après elle, il n'y a plus de recours. Donc quand elle tranche, la personne mise en cause n'a plus d'autre recours et la justice n'est pas supposée fonctionner de cette façon-là. Donc peut-être que pour lui, c'est ça la montée en puissance, mais de mon avis, j'ai un avis tout à fait contraire à cela. Alors, au-delà de la lutte contre l'insécurité, quelles pouvaient être les priorités des priorités ou la priorité des priorités? Pour la transition, sa priorité, c'est une transition, ça a une seule vocation naturelle, c'est de faciliter le passage d'un pouvoir à un autre, rien d'autre. Et je le dis depuis le début de la transition, j'ai dit attention à ne pas mettre sur la tête de cette transition des choses qui ne relèvent pas d'elle. Maintenant, quand on l'a surchargée et qu'aujourd'hui, à vue d'œil, elle est en train de s'épuiser, c'est ça la vérité, c'est qu'elle n'est pas supposée s'occuper de ces choses-là, c'est pas à elle de faire les refondations. La charte de la transition même est spécifique dessus, elle dit il faut que la transition doit poser les bases pour une refondation, pas faire la refondation. Donc on l'a pris, on a dit on veut faire des réformes dans le secteur minier, faire des réformes par-ci, par-là. On dirait que c'est un pouvoir, c'est quelqu'un qui est muni d'un mandat. Or que le président de la transition, sa signature dans les normes a des limites. Parce qu'il n'est pas président de la République, donc il n'a pas forcément tous les attelages du pouvoir. Quand on regarde le rapport de cette année de Malimètre et de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, on voit que les Maliens ne sont pas pressés de voir venir des élections, organiser des élections. Quand on lit le rapport, on voit que la décision de reporter les élections est très, très appréciée. Vous, cela dénote de quoi? Attention, quand on donne les chiffres de Malimètre, il faut surtout donner leur contexte. Il faut donner leur contexte parce que c'est des chiffres qui datent d'avant les décisions majeures récentes. Et c'est aussi un sondage qui a été fait que dans les espaces urbains. Et on sait que le Mali, c'est la densité aussi. C'est vrai que c'est dans les espaces urbains, mais aujourd'hui, si on regarde vraiment, on fait une analyse potable, on se rend compte que ce n'est plus ça. Est-ce que la priorité pour ces Maliens du monde rural n'est pas peut-être trouver à manger, la souveraineté alimentaire, quelque part? Et peut-être que c'est ça. En leur posant la question de savoir est-ce qu'il faut aller vers des élections, ils vont te dire peut-être nous voulons manger, nous voulons en manger, nous voulons que nos cultures s'améliorent, entre autres, quoi. Ah. Une chose est sûre, la gouvernance est faite de telle sorte qu'elle n'épargne personne. Il suffit que ça dure suffisamment longtemps.
on a fait, personnellement, j'ai fait ce travail-là qui visait à prévenir. On disait aux gens, attention, ne faites pas ci, ça va nous conduire là. Mais aujourd'hui, plus nous avançons dans la transition, de plus en plus de Maliens sont touchés par les conséquences de sa durée et des décisions prises. Donc si aujourd'hui on estime qu'il y a une partie des Maliens qui ne se sent pas concernés ou qui pensent à autre chose, si ça dure suffisamment longtemps, c'est tout le monde qui serait concerné. Tout le monde. Parce qu'on a vu à l'époque, Ibeka, les Maliens étaient sortis, beaucoup de Maliens étaient sortis. Et pourquoi est-ce que les Maliens aujourd'hui, peut-être qu'ils soutiennent pour la plupart la transition, peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Quelle est votre appréciation? Ibeka, c'était un civil, c'était un président démocratiquement élu. Il n'a pas fait usage des armes pour prendre le pouvoir. Les gens savent que celui qui est en face d'eux a dû se servir des armes pour prendre le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Donc c'est par peur que les gens ne sortent pas. Non, c'est un pouvoir qu'on n'a pas donné. Donc quand on donne le pouvoir, on se veut policier de ce pouvoir. Mais un pouvoir que nous n'avons pas donné, comment réellement faire la police de ce pouvoir? Et surtout quand on a un interlocuteur qui semble agir que par lui. Parce qu'il n'agit Les acteurs du mouvement démocratique n'ont pas attendu que le pouvoir soit donné à Moussa. Ils sont sortis pour dire nous. Ça a pris 23 ans. Ça leur a pris 23 ans. Et vous pensez que cette transition pourrait... Je dis juste que la comparaison que vous faites n'est pas la bonne comparaison à faire. Ça a pris 23 ans pour qu'il y ait une réaction à Moussa. Donc il ne faut pas forcément penser que parce que ça a été fait, il faut que cette génération soit automatiquement dans la même lancée. Peut-être qu'il y a des préacquis, qu'il y a des acquis aujourd'hui qui peuvent dire que la réaction doit exister. Mais je pense aussi que cette comparaison n'a aucun sens. Le nombre de Maliens était beaucoup plus restreint, les outils de communication disponibles aujourd'hui sont beaucoup plus différents, le contexte 100% différent. Donc non, c'est une très mauvaise comparaison. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la transition a quand même fait des grands projets, a réalisé des projets? Est-ce qu'il y a des atouts, des opportunités offertes par cette transition, des avantages qu'on a eu de cette transition? Tout n'est peut-être pas rose, mais est-ce que vous, Cheikh Oumar Doumbia, vous êtes prêt à dire, écoutez, cette transition, elle a marché sur ce plan? Elle a marché sur le plan militaire. Et je le répète toujours, je fais une différence nette entre la sécurité et l'avancée militaire. Améliorer l'armée et réussir la sécurité font deux. Mais j'admets, ils ont fait un travail extraordinaire dans l'amélioration non seulement de l'état d'esprit, mais des capacités d'action de notre armée. C'est un beau travail. Mais en plus ça va durer, plus cela aussi va devenir compliqué. La reprise de Kidal était une surprise pour vous? Non. Pour moi, je ne débat pas fréquemment des questions de sécurité parce que ce n'est pas politique. Pour moi, il faut préserver les hommes sur le terrain. Et quand on va commencer à se chamailler autour de ces questions, on risque de mettre ces hommes en danger ou parfois même de ne pas donner sa juste valeur à l'effort que les hommes sur le terrain font. Donc pour moi, l'armée, on ne la politise pas. Et cette politisation de l'armée ne profite à personne. Je pense que l'armée malienne, en tout cas depuis toujours, se fait face à ce fléau-là. Parfois bien, parfois mal. Et que ça, c'est une continuité. Après la dissolution alors, de l'Observatoire des élections, la CEMAS et l'AEM, l'Association des élèves et étudiants du Mali, ont été également dissoutes pour des raisons bien déterminées, en tout cas en Conseil des ministres. Vous, quel est votre point de vue là-dessus? Deux choses. C'est quand même effrayant quelque part. Une privation de liberté ou on va dire un recul démocratique? Quelque part, c'est effrayant que des organisations qui ont contribué à la vie publique de la nation puissent disparaître du jour au lendemain. D'autre part, j'ai envie de dire à tous ceux qui acceptent de jouer aux jeux politiques hors du cadre réel, ils vont se faire prendre. Et ça, c'est une leçon qu'il faut que tout le monde apprenne. Mais il faut que la leçon soit comprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est une leçon à apprendre. La CEMAS fait partie des acteurs qui ont bénévolement poussé le régime normal à tomber et qui ont ensuite décidé de se lancer dans une manifestation. Parce que son parrain, qui est d'ailleurs une cible de choix aujourd'hui,
a participé à choisir Bandao d'une façon qu'aucun texte de la République du Mali ne prévoit. La façon dont Bandao a été choisi, il n'y a aucun fondement juridique derrière. On a mis en place un collège, je ne sais comment, personne ne peut vous dire comment, qui est venu choisir un président pour nous, sur quelle base. Et ensuite, les gens vont se lancer dans cette manœuvre de son parrain qui va décider encore de qui est, je sais pas, le premier ministre de la transition, ainsi de suite. Donc, quand les gens ont accepté de jouer au jeu politique hors du cadre établi, en ne respectant pas les lois, l'imam il s'expose. reconnaît cela? Mais il a reconnu avoir choisi Mokhtar Wane, avoir contribué à ce choix, il l'a dit lui-même. Et aussi, quand le collège qui a choisi Bandao est sorti, les images parlent. L'imam est bien présent, il est là. Il peut être présent et ne pas décider. Il était dans la salle, c'est suffisant. L'AM est-elle instrumentalisée? Par qui? Par des hommes politiques, par exemple. Il faut reconnaître une chose. Ça, c'est le jeu. Le jeu est fait de telle sorte que, oui, les jeunes, ils sont dans l'AM, mais être dans l'AM n'interdit pas à ce que ces jeunes aient d'autres engagements politiques. Est-ce que les textes de l'AM l'interdisent? Non. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui l'interdisent? Non. Donc peut-être que parfois le capital qu'ils ont réussi à générer dans l'AM se voit déversé sur le champ politique. Ce qui est d'ailleurs pour le jeune, l'étudiant, l'évolution naturelle. C'est qu'il veut partir de leader étudiant à leader communautaire, puis à un leader sur le plan national. Donc c'est quand même ça. C'est vrai, il y a beaucoup de... La violence, on en parle, mais le truc qui fait que les jeunes, à partir de l'AM, commencent à envisager une carrière politique et commencent à travailler dans ce sens. Peut-être là n'est pas le problème, peut-être les morts d'hommes, les violences dans cet espace ont peut-être poussé le gouvernement à dissoudre l'AM. Est-ce que vous ne soutenez pas cette décision? Non, je ne soutiens pas cette décision. Je ne soutiens pas qu'on ait dissous l'AM. Mais si c'est vraiment ça le principe, il faut dissoudre le M5-RFP et tous les composants du M5-RFP, parce que des gens sont morts lors de ces manifestations. Vous invitez les autorités à dissoudre le M5-RFP? Non, je vous dis... Le prochain conseil des ministres... Je vous dis simplement que la même ligne qui a été utilisée pour frapper l'AM, que les gens... La ligne, parce que la ligne globale de cette violence est mort d'homme. Quand le M5-RFP est sorti manifester, il y a eu mort d'homme. Et la police est impliquée, d'autres forces de l'ordre sont impliquées dans ces morts d'homme. Peut-être qu'il faut dissoudre tout ça. Vous, à la place du ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce que vous feriez à la place de la dissolution de l'AM? Mais une chose est sûre, il faut même penser à réviser la loi portant gestion des associations et organisations en République du Mali. Le gouvernement malien est beaucoup trop présent dans la gestion des organisations, surtout lorsqu'elles deviennent des organisations phares. Ce n'est pas que l'AM, c'est le CNJ aussi, c'est la CAFO aussi. C'est des organisations qui ne sont pas stables dès le moment où ils sont en contact avec le gouvernement. C'est que le véritable poison, ce n'est même pas les partis politiques, c'est le gouvernement. Tant qu'une organisation... Citez-moi une organisation au Mali qui a suffisamment de poids et qui collabore avec le gouvernement malien où il n'y a pas ce poison. Il n'y en a pas un. Est-ce que c'est le gouvernement seulement le problème? Mais si, parce que le gouvernement a pris l'habitude d'instrumentaliser ces organisations-là en sa faveur. Donc au fur et à mesure que les dirigeants changent... Mais dès lors que ces organisations acceptent d'être instrumentalisées... Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis le premier à dire que les gens acceptent d'être instrumentalisés. Je dirige une organisation de jeunes depuis près de 10 ans. Ça n'est jamais arrivé. Mais que voulez-vous? Quand les mêmes gens qui sont au pouvoir sont les mêmes gens qui ont créé la même organisation. Que voulez-vous? Que c'est leur héritage quelque part. Que voulez-vous? Mais la vérité, il faut la dire, il ne faut pas s'en prendre aux politiques en général. Il faut savoir que le gouvernement de la République du Mali travaille pour faire une instrumentalisation de la jeunesse malienne dans toutes ses formes. Vous avez vu récemment le ministre de la Jeunesse lui-même qui envoie des courriers aux différents gouvernorats pour dire que l'on permette aux jeunes de sortir. Ces jeunes qui sont sortis, ils sont de quel regroupement? Si vous ne le savez pas, je vous le dis, ils sont de l'AM. On se connaît, je les connais. C'est l'AM. Le gouvernement avait plus à perdre. Mais le gouvernement a instrumentalisé l'AM. Donc quand on parle de l'instrumentalisation de l'AM, il faut être sûr que le gouvernement aussi fait partie de ces facteurs-là.
Alors, quand vous dites une nouvelle république ne peut pas entrer en vigueur pendant une transition, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais qu'est-ce que je veux dire? La transition, on a mis en place des organes de transition. Donc le président de la transition, le gouvernement de transition, le CNT, c'est des organes. Le français est bien choisi, c'est des organes de transition. Une république fonctionne avec des institutions. Organe n'est pas équivalent d'institution. Donc pour que nous puissions aller à la 4e République aujourd'hui, il faut quoi? Il faut que nous ayons les institutions de la 4e République. Et quelles sont les institutions de la 4e République? Il commence par quoi? Président de la République, la présidence de la République. Aujourd'hui, tu n'as pas de président de la République, tu as un président de transition. Aujourd'hui, tu n'as pas une assemblée, tu n'as pas un parlement avec 2 chambres comme la 4e République le dit, tu as un CNT avec des conseillers nationaux de transition. Donc comment est-ce que nous sommes en 4e République et les institutions de la 4e République ne sont pas là? Opérationnelles. Non, pas opérationnelles, elles sont invisibles, ils n'existent pas. Le président, la présidence, c'est la présidence de la transition, pas la présidence de la République. Absolument. Alors, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président de la République du Sénégal. Il est jeune. Il n'est pas jeune. Hein. 44 ans. C'est pas jeune. La jeunesse s'arrête. Quand on regarde l'âge de nos présidents, en tout cas en Afrique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Museveni, on regarde... Non. La jeunesse s'arrête à 35 ans. 35 il n'est pas ans. jeune. Il n'est pas jeune. Il n'a pas 35 ans. Il n'est pas jeune. Vous n'êtes pas jeune? Si, j'ai moins de 30 ans. Vous êtes jeune. Ouais. Et Bassirou n'est pas jeune. Non, parce que la jeunesse s'arrête à 35 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Et il a 10 ans de plus. Oui. Et vous saluez sa victoire? Vous êtes content? Non. Pourquoi? Non. C'est quand même le peuple sénégalais qui est sorti voter. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je dois être content? Absolument. Vous le félicitez? Oui, absolument. En tant que démocrate? C'est une belle chose qu'il soit élu. Mais est-ce que je partage les courants de pensée? C'est là où je vous dis non. Donc je ne suis pas content. J'aurais aimé qu'un autre courant de pensée puisse... Pour moi, cette élection, la meilleure chose pour le Sénégal aurait été pour le peuple sénégalais d'éviter les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, c'est Macky de l'autre extrême et c'est Macky et c'est Sonko de l'autre extrême. Donc par ricochet, ça devient Amadouba et Diomaye Faye. C'est les 2 extrêmes. Donc, et moi, vous voyez qui? Par Idrissa Seck? Oui, absolument. Je pense que ça aurait été modéré et que ça aurait évité au Sénégal une transition beaucoup plus fastidieuse. Je pense que le travail de Diomaye va être compliqué parce que toutes les idées qu'il a avancées et le programme qu'ils ont porté, que Sonko a porté en 2019, qui a été reconduit pour sa campagne, ça va être très difficile de le mettre en œuvre, vu l'attelage même de l'appareil étatique sénégalais. Sait-on jamais? Oui, mais ça peut se faire. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça va être difficile. Mais le message que ça envoie sous nos cieux, on a quand même eu une tranche de jeunes ici qui, au lieu de faire la même chose, ont décidé d'aller se cacher derrière les vieux. C'est peut-être une belle leçon pour eux. Le fait qu'il soit un candidat anti-système, ça vous dérange? Non, pas que ce soit anti-système. Mon problème avec le PASTEF, c'est que le PASTEF a eu recours à des modes opératoires que je n'approuve pas. Lesquels? Faire sortir les gens dans la rue. Je pense que l'Afrique doit attendre une étape où aujourd'hui nous devons pouvoir faire la politique sans exposer la jeunesse à la mort. Que les hommes politiques doivent pouvoir trouver les voies et moyens d'éviter les pièges et de continuer leur chemin sans que ce ne soit les partisans et les sympathisants qui doivent faire le prix de cela au prix de leur vie. Et je pense que ça, je le leur reproche. Mais peut-être vous encouragez, en tout cas, le scrutin, les urnes. Mais absolument, absolument. Il faut une belle leçon de mais démocratie. il le fallait. Macky Sall a été sanctionné et il en avait besoin. Il mérite sa sanction. Mais ça prouve que le Sénégal a des institutions fortes aussi. Mais le Sénégal, c'est ce pays d'Afrique qui n'a jamais connu de coup d'État. Ce n'est pas comme certains de ses voisins. Certains disent qu'ils ne savent pas, les militaires ne savent pas comment on fait des coups d'État pour le moment. Vous savez, j'ai eu la chance de discuter avec des hauts gradés sénégalais et ils vous disent ceci. Le message, il dit,
un général de l'armée sénégalaise m'a dit, quand les politiques commencent, nous on regarde dans l'autre sens. On ne veut même pas voir, à plus forte raison, nous en mêler. C'est ce qu'on appelle une armée républicaine, une armée, parce qu'un militaire prend l'engagement de ne pas se mêler du jeu politique. Donc celui qui prend un engagement qui ensuite fait tout le contraire ne peut pas se dire mieux que celui qui a pris son engagement et qui l'a respecté. Si l'armée sénégalaise n'avait pas respecté son engagement, est-ce qu'il y aurait de Diomaye Faye aujourd'hui? Est-ce que les gens seraient fiers de dire aujourd'hui que Diomaye Faye a remporté les élections? Est-ce qu'on aurait eu l'opportunité de prouver que l'on peut sanctionner le président par les urnes? Voilà combien de narratives ont été prouvées aujourd'hui par cette élection-là. Combien? Énormément. Et ça donne un espoir fou à tout un peuple. Parce que l'armée a refusé de s'en mêler. Mais si c'était ailleurs, par exemple à Bamako, 2 manifestations, 3e, ton armée serait sortie pour dire qu'elle est républicaine. Cheikh Oumar Doumbia, dans le Sahel oriental, précisément au Tchad, on peut dire qu'il y a un autre narratif. On a un président de transition candidat, un premier ministre candidat. Et ça, c'est un autre narratif. Vous, quelle est votre lecture là-dessus? En fait, ce qui fait la différence entre le président tchadien et les autres transitions, c'est que lui, au moins, il accepte d'aller aux élections. Mais sans l'opposition. Mais sans quelle opposition? Les dossiers ont été invalidés. Le Premier ministre est candidat. C'est une opposition. Le Premier ministre était par quintessence la représentation de l'opposition. Mais en invalidant 10 dossiers Mais ce n'est pas lui qui le fait. Il faut que quand on joue au jeu politique, c'est ce que je reprochais au PASTEF tout à l'heure, quand on joue au jeu politique, il faut accepter de jouer le jeu selon les règles. Et les règles disent que parfois les dossiers peuvent être invalidés par une institution. Maintenant, si on continue à prendre toutes les décisions, à les imputer à un leader politique, on va aller dans une lutte perpétuelle qui ne finit pas. Donc, pourquoi est-ce que vous avez invalidé nos dossiers? Ils vous donneront une réponse. Comment est-ce qu'on empêche ça d'arriver? C'est à eux de trouver ces solutions-là. Mais on ne peut pas dire sans l'opposition, parce que le Premier ministre en question était par quintessence la représentation de l'opposition au Tchad. C'est lui qui a forcé. C'est lui qui s'est battu, c'est lui qui a pris la rue. Donc, on ne peut pas dire sans l'opposition. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à la jeunesse africaine, à la jeunesse malienne, par rapport, en tout cas, à cette santé démocratique fragile? Diomaye vient de le prouver. C'est que ceux qui veulent changer les choses peuvent y arriver. Il suffit de se structurer, de se battre et de s'organiser. Il y a certainement des choses qu'on peut leur reprocher, qui doivent être améliorées certainement, et au fil du temps qui vont s'améliorer, on l'espère bien pour eux. Mais c'est ça la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas ceux qui vont se cacher derrière des vieux, qui sont toujours présidents de la jeunesse d'eux, qui sont toujours le bon petit d'eux. C'est des jeunes qui s'affirment, qui se battent. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans la tranche d'âge de la jeunesse selon la loi, mais quand ils ont commencé à se battre, c'était des jeunes. Ils étaient dans la trentaine et ils étaient en train de se battre. Et ça finit par payer. Et ça paye toujours l'effort. Donc c'est ce message d'effort. Quand on a des idéaux politiques, il faut faire l'effort, il faut se battre. Ça va prendre du temps, ça va être long, mais il faut se battre pour y arriver. Mais il faut cesser d'être cette jeunesse-là qui est toujours à la solde d'un de ses pères ou d'un de ses grands-pères. Mais une jeunesse qui croit aussi au panafricanisme, peut-être? C'est quoi le panafricanisme? Bonne question. Une idéologie? En tout cas, moi je sais que la forme politique du panafricanisme n'existe pas. Jusque-là, personne ne l'a écrit. Personne ne peut m'orienter sur ça. C'est un mouvement culturel et idéologique qui, à un moment donné, on a tenté de transcrire en politique, mais là, cette transcription n'a jamais été effective. Donc, quand les gens disent que leur idéologie politique, c'est le panafricanisme, j'attends de voir pourquoi, comment. Et je pense que très vite, Diomaye a été confronté à ça. Et très vite, quand au départ on disait qu'il fallait se défaire du franc CFA, le discours n'est pas le même aujourd'hui. Très vite, quand on disait que... Ils vont tenter de donner les choses si ça ne change pas. Sonko dit beaucoup plus maintenant que c'est dans les mains des experts, ils sont en train de voir. Ensuite, on dit que maintenant, c'est vraiment des réformes du franc CFA qu'on va proposer. Peut-être que le Sénégal va se joindre à l'AES, je ne sais pas. Vous savez... Une chose est sûre, ça ferait beaucoup de bien à l'AES si l'AES était vraiment opérationnel. Mais l'AES n'est pas opérationnel. Sur le plan militaire, oui. Non, mais même sur d'autres plans, l'AES n'est pas encore opérationnel. Quels sont les organes de l'AES? La CEDEAO, par exemple, il y a la conférence des chefs d'État, il y a la commission, l'UA, il y a la commission.
Quels sont les organes de l'AES? Par exemple, aujourd'hui, c'est le plan transfrontalier, il y a des coordinations. Je ne dis pas le contraire. Ces coordinations existaient avant l'AES, n'est-ce pas? Quels sont les organes de l'AES? L'AES, pour le moment, c'est un... Ces organes seront créés, peut-être? Oui, mais c'est pourquoi je dis que c'est un projet qui n'est pas encore mis sur pied, qui n'est pas... Vous n'y croyez pas? Ce n'est même pas que je n'y crois pas, c'est que je ne vois pas. Ce n'est pas un bon projet? À mon avis, non. Mais le projet est quand même là et on n'a pas encore eu suffisamment d'éléments pour juger de sa viabilité. C'est pourquoi je n'y crois pas. Quand ils vont nous donner les éléments, on pourra apprécier autrement. Il faut quitter le CFA. Pourquoi faire? C'est une démarche collective. Le Mali a déjà quitté. Hein. On a vu les conséquences. Le Mali est revenu. Cette fois, peut-être avec le Burkina, le Niger, ils vont... Il nous faudra beaucoup plus que le Burkina et le Niger. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Doumbia. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, donc à très bientôt sur Alafia TV, Canal Plus 235.